François Olivier, je vous ai également demandé de bien vouloir évoquer avec moi les livres qui ont pu attirer votre attention plus récemment, la musique qui vous accompagne, qui vous embarque, et les films réalisateurs récents ou moins récents que vous souhaiteriez partager avec nous. C'est à vous. J'ai été très marqué depuis l'adolescence en fait par les films d'Alfred Hitchcock, qu'on ne voyait pas beaucoup d'ailleurs, que j'avais un peu de mal à voir, moi n'étant pas parisien, donc j'ai progressivement, au hasard des rencontres de lieux où je me trouvais, j'ai pu découvrir des films qui m'ont tous marqué. Enfin, je sais pas, Le crime était presque parfait, La corde, Vertigo, enfin tout. Vertigo. Je crois que tous ces films m'ont intéressé, même si tous ne sont pas pour moi du même niveau. Et puis le personnage d'Hitchcock s'est mis à m'intéresser aussi beaucoup. Du coup, j'ai l'impression d'avoir navigué pas mal. Voilà, c'est vrai que le cinéma policier me plaît bien, quoi. Du coup, alors il y a des tas de films, notamment des films américains ou non américains, enfin des films hollywoodiens, justement, des films réalisés par des gens venus quelquefois d'ailleurs. Je pense à un metteur en scène qu'on compare souvent à Hitchcock, qui s'appelait Robert Siodmak, qui a un peu comme Hitchcock, qui s'est spécialisé dans des sombres drames psychologiques, adaptés souvent de romans, hein, parce que finalement, le cinéma s'inspire beaucoup de romans, et le cinéma policier notamment. J'aime beaucoup les films de Mankiewicz, par exemple. Alors, Merveille. quand j'ai vu en 1970, parce que ça m'a marqué vraiment, Le Limier avec Laurence Olivier et Michael Caine, j'ai été complètement subjugué. Et puis après, j'ai vu d'autres films de lui. Je sais pas, Otto Preminger, je sais pas, enfin bon, mais je sais pas, Faris, évidemment, ce sont des classiques, c'est pas très original. C'est, euh, mais je pourrais vous citer aussi des metteurs en scène plus spécialisés dans un genre, moi, qui m'intéresse quand même beaucoup, qui est le fantastique. Et justement, dans les années 30, Hollywood m'a permis à des cinéastes de faire des chefs-d'œuvre. Je pense au Frankenstein de James Whale, qui était l'anglais, euh, et toute une série de films considérés comme des films d'horreur, mais qui sont souvent des petits chefs-d'œuvre expressionnistes, hein, c'est Comme Howard. votre personnage principal qui est fasciné par ce Oui, cinéma-là et bien cette sûr. littérature-là, Oui, d'ailleurs. oui, absolument. Et avec souvent justement l'adjonction de musiciens, enfin de compositeurs qui venaient d'Allemagne ou d'ailleurs, mais qui se retrouvaient, après avoir écrit des choses très classiques, à écrire des musiques de films, des commandes des studios, des chefs opérateurs qui étaient aussi des vraies pointures, et qui avaient quitté les studios allemands, parce que c'est quand même le cinéma allemand qui a été au début du cinéma complètement à la hauteur, hein. Après, qui, par la force des choses, de manière historique, malheureusement, s'est retrouvé un peu déplacé. Alfred Hitchcock, notamment, a été marqué par quand il a débuté comme assistant metteur en scène dans les débuts des années 20, par des tournages auxquels il assistait à Berlin, enfin, Un précis. réalisateur allemand en particulier qui est Et passé, qui a d'abord eu une carrière en Allemagne, puis aux États-Unis absolument merveilleuse. il y a Murnau, Mais vraiment, qui est quand même aussi un personnage très très grand. extraordinaire, quoi. Moi, il m'a même inspiré un roman, qui sort parce que à la fin de Murnau, enfin, qui est une espèce de tragédie. Mais voilà, bon, effectivement, il y a toute une école, si on peut dire, de cinéma qui est née de l'expressionnisme allemand, quoi, et qui s'est diversifié après à Hollywood. Puis il y a le cinéma anglais aussi, hein, qui est quand même. Le cinéma anglais est resté anglais, si je puis dire. Enfin, euh, je pense à Jack Clayton, qui a adapté une nouvelle très connue d'Henry James, Le Tour d'écrou,
pour en faire un film qui s'appelle Les Innocents, qui est absolument somptueux. Somptueux film. C'est vraiment magnifique. Il en a fait un autre aussi qui est magnifique, qui est très très beau, qui est en français, c'est le titre français, je crois que c'est Chaque soir à 9h. L'histoire qui se passe dans la banlieue de Londres, où une ribambelle d'enfants, enfin de la même fratrie, euh, après la mort de leur mère, refusent que la mère soit morte et continuent à vivre dans la maison. Ils font croire à tout le monde que leur mère est toujours vivante. C'est un film assez déchirant, mais très très beau, avec Dirk Bogarde qui joue un rôle. Bon, le cinéma anglais, ça a donné plein de choses. Donc plus proche, pas. Moi j'aime beaucoup Ken Loach par exemple, pour d'autres raisons, enfin peut-être. Et puis il y a tout un cinéma, alors il y a toute une école aussi de fantastique, typiquement anglaise, dans les années 70. Bon là c'est du cinéma de série B ou Z Z, même. on va dire. Oui, c'est vraiment. Mais moi j'adore, j'adore. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai assisté à des séances nocturnes, enfin, qui duraient toute la nuit d'ailleurs, où on passait des films d'horreur avec Christopher Lee, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, que j'ai même interviewé longuement après pour la radio. Non, mais voilà, on se fait quand même beaucoup plaisir, et puis on est à des niveaux, comme en littérature finalement, on aime toutes sortes de fiction. Quand je dis on, là, je revendique le fait d'aimer, parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, d'aimer à la fois des fictions légères et des fictions plus costaudes, avec la même appétit, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison, je ne vois pas pourquoi on aimerait. Moi, mon mot d'ordre dans les années 70, c'était de dire on peut aimer aussi bien Rachmaninoff et Kim Wilde. Euh, Heureusement. Et je le pense sincèrement. Ouais, Quoi. ouais, bien sûr. Mais bon, je sais pas, on a l'impression on se met dans une catégorie et puis pas en sortir. Quoi. Oui, mais enfin, on n'a pas envie de ça, nous. Alors, c'est le plaisir avant tout. C'est le plaisir avant tout. Et alors, donc ça, c'est le cinéma, la musique. Alors, puisque vous me parlez de Kim Wilde, mais on va parler de Rachmaninoff aussi. Alors, la musique, c'est la musique qui vous embarque, la musique qui vous fait pleurer, la musique qui vous donne envie de danser, la musique qui vous accompagne quand vous écrivez, la musique de toujours. Mais il y a tellement de choses. Oui, alors je sais pas, là où vous parlez de donner envie de danser, bon, c'est pas forcément le cas, mais ça me fait penser à un séjour que j'ai fait au Brésil il y a longtemps maintenant, c'était en 78, et où j'ai ramené plein de disques de musique brésilienne absolument fabuleuse, quoi, qu'une amie qui vivait là-bas m'avait recommandé. J'ai encore des vinyles avec des choses de samba absolument fabuleux. Enfin, par exemple, bon, même si je ne suis pas spécialiste du tout de la question, mais alors je sais plus musique, variété anglaise. J'ai eu une passion, enfin que j'ai encore, pour Brian Ferry par exemple. Roxy Music, Brian Ferry. J'ai des faiblesses pour des gens comme ça, mais c'est quelquefois un peu passager. Brian Ferry, même récemment, enfin, les derniers enregistrements étaient quand même avec cette voix rocailleuse qui parle. Une voix fabuleuse. Qui est absolument fabuleuse. Oui, il y a beaucoup de gens qui vous plaisent comme ça. On entend une chanson, puis on aime. Alors c'est vrai que la variété française, j'étais un peu moins. Quand j'étais adolescent, ma sœur écoutait Barbara. Moi j'écoutais ça d'un peu de loin, j'étais quand même un peu sous le charme malgré tout. Puis après j'ai découvert un peu mieux, quoi. Mais rétrospectivement, je trouve ça fascinant qu'une chanteuse. J'entendais Sheila ce matin dire à la télévision, oui, mais c'était une poétesse, Barbara. Je trouvais que l'hommage était très beau, parce qu'effectivement, elle sortait un peu du lot. Les yéyés, bon, ça n'a jamais été trop mon truc. Même si j'avais l'âge, j'écoutais Salut les copains, mais j'écoutais pas, ça m'intéressait pas forcément, quoi. Mais pour revenir à la musique classique, oui, j'adore Saint-Saëns. J'aime beaucoup des compositeurs plus récents.
Edgar Varèse, Dutilleux, ces gens qui ont fait de la musique moderne, enfin avant celle qu'on appelle contemporaine, parce qu'il se trouve que j'ai connu des gens qui pratiquaient, enfin, encore dans les années 70, ce qu'on appelait un peu avant déjà la musique contemporaine, Xenakis, Pierre Boulez, il y a des choses magnifiques. Mais je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais voilà, mais on peut aimer ça, et puis des choses complètement différentes. Voilà, mais je reste un peu hermétique peut-être à des choses encore plus contemporaines, comme le rap par exemple, que j'ai du mal à appréhender, même si je suis prêt à reconnaître que, comme, comme le dirait Sheila, il y a de grands poètes qui composent, qui écrivent et qui chantent du rap. Je suis prêt à le croire. Oui, on peut l'imaginer. Alors, ma dernière question, c'est, il y a 24 heures dans une journée quand même, donc cinéphile, vous écrivez des romans, vous vous faites des scénarios de bande dessinée. Comment arrivez-vous à faire tout ça, en dehors du fait que vous êtes passionné c'est Non, extraordinaire, c'est pas... vous embrassez tous les genres, et avec passion, et avec gourmandise, appétence, vous nous donnez énormément. Comment faites-vous ça? 24 heures, c'est 24 heures une journée quand même. Oui, mais il y a des jours entiers où je fais pratiquement rien, hein. Sinon, réfléchir à ce que je ferai le lendemain, ou à ce que je pourrais écrire une fois que j'aurai terminé ce que j'ai commencé. Non, non, j'ai pas l'impression d'avoir une vie remplie à ce point-là. Euh, non, mais le fait d'aimer des choses différentes, puis se retrouver un moment à faire un peu, à donner dans différents trucs, bon, c'est un peu, ça finit par donner l'impression, je dirais, qu'on est vraiment en permanence en grande activité. C'est un peu ce que j'appelle la technique de la tâche d'huile, c'est-à-dire si vous faites sur un sol en ciment, vous faites couler de l'huile, enfin, les tâches vont s'agrandir, ils vont se rejoindre à un moment. Et quand elles se rejoignent, alors ça donne une impression Y a-t-il une d'ampleur. chose que vous n'ayez pas encore faite, que vous avez envie d'appréhender, d'embrasser? Ben, j'ai jamais écrit de scénario de film, hein. Mais d'abord parce qu'on ne m'a pas demandé, et puis parce que justement l'écriture d'un roman, d'un essai, d'une biographie, d'un scénario de bande dessinée, d'un article pour un journal, une préface, c'est totalement solitaire, et ça ne demande pas autre chose qu'un stylo, une machine pour écrire, et du papier éventuellement. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui de loin m'ont toujours fait peur, et que j'ai pas essayé auxquelles j'ai pas essayé de me confronter. Et du coup, j'ai multiplié peut-être les activités annexes, mais pour faire un peu comme les gens que j'aimais bien, quoi. Je crois qu'il y a une part de mimétisme, d'envie de faire comme des gens qu'on admire, quoi. Quand j'allais voir Hergé dans ses studios, pour lui dire que j'admirais ce qu'il faisait, au fond, peut-être qu'au début c'était pas le cas, mais au bout d'un moment je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire ça, quoi. Et au fond, voilà, on imite. Le roman, j'ai aimé avant d'aimer peut-être, enfin, tout en aimant déjà de la fiction, une fiction considérée comme plus légère, la fiction de genre, comme on dit, quoi. J'aimais le nouveau roman, hein. J'ai rencontré Rob Grillet plusieurs fois parce que j'avais lu des romans de lui. Non, mais je crois qu'on est, on peut avoir une sorte d'instinct, euh, quelque chose de très naïf finalement, qui fait qu'on veut se colter avec des choses qui vous impressionnent. Voilà. Je suis pas sûre que ce On est soit de la impressionné. naïveté, mais Bah, c'est de la curiosité intellectuelle, c'est de la gourmandise, Oui, voilà, l'aspect d'appétit, justement, à faire. Mais justement, pourquoi est-ce qu'on va se coller à des gens? Pourquoi est-ce qu'on... et en ce qui me concerne, justement, parce que je vois aussi comment plein de gens ont fonctionné ou fonctionnent encore, ou des gens très jeunes
qui par exemple ont une vision très abstraite quoi, des choses. Moi j'ai toujours voulu être dans le concret quoi. Mais ça, c'est pour ça que je parle de naïveté, parce que je, moi je me considère pas comme un intellectuel, hein. Je suis plus, je veux bien cérébral si on veut, mais pas plus, hein. J'ai pas beaucoup de sens de la logique, j'ai pas fait d'études, hein, j'ai pas fait d'études supérieures, hein. Je me suis dit que c'était pas la peine. Il fallait entrer tout de suite dans la vie active. On en bave toujours un peu hein, justement, quand on essaie de passer par une autre porte que la grande porte, mais bon, finalement on s'y retrouve, et peut-être qu'à un moment on devient un peu boulimique, c'est possible, je sais pas. François Rivière, de façon tout à fait spontanée, un livre, un film, une BD. Juste un. Ou un réalisateur, ou un écrivain. J'ai relu récemment un roman d'Henry James qu'on peut trouver en édition de poche, qui s'intitule La princesse Kazama Sima, qui est un vrai roman social qui se passe à Londres dans les années 1880, quelque chose comme ça, qui est absolument extraordinaire, éblouissant, avec une sorte d'anarchiste qui essaie de comploter avec l'aide d'une femme étonnante, une princesse italienne. Bon, ça, vraiment, je recommande ce roman, La princesse Casamassima, c'est magnifique. Un film, je sais pas, dans Réalisateur. les films récents, je serais incapable de dire. Non. Si vous deviez retenir juste un, comme ça, vous fermez les yeux, tac, il y en a un qui vient, de façon tout à fait spontanée. Je n'ai pas cessé d'admirer le film d'Antonioni, Blow Up, qui m'a, à l'époque où je l'ai vu, m'a complètement bouleversé. Je pense qu'on peut encore le regarder pendant des siècles. Une bande dessinée. Une bande dessinée. Et un auteur italien qui est peut-être un peu moins connu maintenant, mais qui a produit une bande dessinée magnifique qui s'intitule Rhapsodie hongroise, paru dans les années 80. Un auteur qui s'appelle Giardino et qui m'a marqué, parce que je pense que ça m'a un peu influencé comme scénariste. Et une histoire d'espionnage dans le Mitteleuropa des années 30, c'est vraiment très beau. Merci beaucoup.